Monsieur le Président, la visite qu'à votre aimable invitation, j'ai l'honneur de rendre à la Turquie, tout comme celle que vous avez bien voulu faire vous-même à la France l'an dernier, revêt une grande et claire signification. Car entre ce que veulent aujourd'hui, d'une part les Turcs, d'autre part les Français, que de choses leur sont communes. Dès lors que le développement économique, scientifique, technique, culturel est devenu partout une aspiration générale et une impérative obligation, rien n'est plus indiqué que la coopération entre la Turquie et la France. En effet, si celle-ci est en train d'accomplir une profonde transformation, de remplacer son protectionnisme d'antan par des échanges extérieurs de plus en plus étendus, de déployer un essor grandissant dans les activités de pointe, celle-là, de son côté, a choisi, à partir de l'affirmation nationale et de l'impulsion géniale d'Atatürk, de sortir des cadres anciens, de mettre en œuvre toutes ces ressources matérielles et toutes ces capacités humaines et de nouer avec d'autres États les rapports qui puissent l'aider à accélérer sa marche. Il ne faut pas oublier que c'est quand même François Ier qui, le premier, a établi des relations avec Soliman le Magnifique. C'est lui qui a envoyé le premier ambassadeur à Istanbul. C'était en 1535. En 1536, ils ont signé les conventions qui, en quelque sorte, permettaient à la France de nommer un consul qui suivait les intérêts économiques des Français, et elle était devenue aussi la protectrice des chrétiens. Donc ça, De Gaulle le savait très bien, et il s'inscrit dans cette vision. Napoléon III va déclarer la guerre aux Russes en 1854 pour aider la Turquie à garder ces détroits que les Russes voulaient lui enlever. Donc, voyez, il y a cette continuité dans la politique méditerranéenne, arabo-musulmane de la France, et De Gaulle s'inscrit dans cette lignée. C'est lui qui relance cette politique arabe, et il est évident que la Turquie n'est pas arabe, mais elle fait partie de cet ensemble. Or, le fait est qu'à cet égard, il n'y a pas de grief, de rivalité, de méfiance qui sépare nos deux nations, et bien au contraire. Il y a continuité, mais en même temps, il est le premier chef d'État français à être allé en Turquie. Le caractère de leurs économies, la sympathie naturelle et les sentiments, les liens séculaires. Historiquement, c'est quand même quelque chose d'important. Entre leurs élites, en même temps qu'entre leurs peuples, les amène à comprendre qu'il faut qu'ils conjuguent leurs efforts pour le progrès. Une autre focale, Paul Balta, qu'on peut prendre pour analyser cette visite, c'est quelque chose d'assez immédiat, c'est la recherche de marché. Est-ce que De Gaulle vient chercher des débouchés pour les entreprises françaises en Turquie, pour des grands travaux par exemple? Incontestablement. À l'époque, il y avait des tas de travaux à entreprendre. Les Allemands, dès qu'il y avait un appel d'offres, envoyaient quelqu'un. Et souvent, le directeur ou le président de la société. Les Français envoyaient un questionnaire interminable, et le conseiller économique m'avait dit: Monsieur Balta,
j'en ai quelques-uns sous la main, eh bien moi-même, je serais incapable de les remplir entièrement. Alors vous imaginez avec les Turcs. Et là, je pense que économiquement, De Gaulle voulait essayer à la fois d'ouvrir les portes, de donner des directives au conseiller commercial pour que, dans certains cas, ce soit lui qui, en quelque sorte, réagisse et pousse les industriels français à répondre présent. Est-ce que ça a marché? Ça a quand même donné des résultats. Pas autant qu'il l'aurait souhaité, mais ça a donné des résultats. Voici la Turquie, maîtresse des détroits entre l'Europe et l'Asie antérieure, étendue tout au long du vaste plateau d'Anatolie, au contact de 3 continents, gardienne de plusieurs des portes par où dans cette région de la terre passe la paix, où peut passer la guerre, et par conséquent détentrice de grandes et de fécondes possibilités, mais aussi exposée aux pires éventualités. Voici la France, ouverte à la fois sur l'Atlantique, les mers du Nord et la Méditerranée, centre d'un Occident que forment avec elle les pays du Rhin et du Danube, les îles britanniques, les péninsules italiennes et ibériques, à portée de tout ce qui va, vient, navigue, vole entre l'ancien et le nouveau monde, et pour toutes ces raisons sollicité de perdre sous des pressions du dehors sa personnalité nationale. La Turquie et la France, ainsi investies par la nature et par l'histoire de tant de responsabilités extérieures quant au destin de tant d'hommes, les voici résolues à les porter elles-mêmes, ces responsabilités-là. Autrement dit, à maintenir leur intégrité et leur indépendance. Il y a dans les discours du général de Gaulle lors de ce déplacement en Turquie une volonté affichée d'indépendance par rapport au bloc qui était vraiment la structure de l'époque, la structure du monde. Et c'est quelque chose que la France partageait avec la Turquie. Oui, encore que la Turquie était dans une situation un peu différente parce que vous savez que c'était un des piliers, et c'est toujours d'ailleurs, un des piliers importants de l'OTAN. Mmh. Le verrouillage par la Turquie de la mer Noire et de la Méditerranée par rapport à la menace soviétique était fondamental et essentiel. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, la politique du général et la politique turque ne relevaient peut-être pas tout à fait de la même philosophie. Mais pour ce qui concerne la notion d'indépendance, les Turcs sont tout à fait jaloux, avec raison d'ailleurs, de leur indépendance nationale. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le général a toujours suscité dans les peuples qu'il visitait un grand intérêt. Il apparaissait tout de même comme l'homme qui n'était pas entièrement à la botte des Américains, pour parler de façon un peu simple. Et ça l'a suivi dans tous les pays. Et c'était un facteur très important de sa popularité dans le monde. L'autre mot qui revient aussi, c'est le mot de détente. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer dans le contexte de la fin des années 60, justement? Oui, vous savez, à ce moment-là, il faut pas oublier qu'il y avait tout de même, il y avait une atmosphère de guerre froide assez forte. Et le général avait lancé l'idée de détente, entente, coopération pour un peu